évoqué cette armée russe qui gonfle, mais qui comporte quand même, et c'est ce que nous allons vous raconter, encore des failles, notamment peut-être dans son commandement, sa façon de fonctionner. En témoigne cette histoire que vous allez nous raconter, Jordan Olivier. Elle s'est déroulée dans le Donbass, à Pokrovsk. On est sur le point le plus chaud du front actuellement, avec ce qui ressemble à une forme de vengeance, ou peut-être même d'orgueil de la part de commandants russes, et qui n'est peut-être pas un acte isolé, cette façon de faire. Oui, la mort comme punition, voilà le titre qu'on pourrait donner à cette histoire, comment on pourrait résumer cette affaire qui implique donc deux dronistes russes très chevronnés, leur nom Dimitri Lisakovski et Sergei Gritsey, envoyés au front. Ils ont été tués et juste avant leur mort, eh bien, figurez-vous que Dimitri Lisakovski a enregistré une vidéo, je vous propose de l'écouter. Je m'appelle Dimitri Lisakovski et j'enregistre ceci depuis la position 36 sur le front Est. J'enregistre ça parce qu'il y a de fortes chances que je ne revienne pas de cet assaut. Alors rappelez-vous, la guerre doit être appelée guerre et les traîtres qui mentent doivent être fusillés. Stupéfiante cette vidéo de Dimitri Lisakovski. Il vise en fait un homme précisément, Igor Poudzik, son nouveau commandant. C'est lui qui l'a envoyé au front. Alors pourquoi ? Et tout simplement parce que Lisakovski reproche notamment à Poudzik d'avoir facilité le trafic de drogue au sein même de son unité. Deuxième reproche, Poudzik aurait mis en avant des victoires sur le champ de bataille, victoires qui n'auraient pas été vérifiées, qui n'auraient pas été confirmées. Le gradé n'a pas franchement apprécié ses reproches. Il a tout simplement donc décidé de dissoudre l'escouade de drones. Tous les membres ont été envoyés au front, où Lisakovski et son ami donc Sergei Gritsey ont été tués dans la région de Pokrovsk. Et ça, c'est une histoire qui fait beaucoup de bruit en Russie, Jordan. Oui, puisque très rapidement, des blogueurs militaires russes se sont chargés de relayer différentes informations. Beaucoup reprochent en fait à Poudzik d'avoir sacrifié deux des meilleurs opérateurs de drones. Exemple choisi, vous allez le voir avec cette petite phrase du journaliste pro-Kremlin Alexander Kotz qui écrit sur Telegram: le simple fait de reconvertir un équipage efficace de reconnaissance de drones en infanterie d'assaut dans les conditions actuelles est, et c'est le moins que l'on puisse dire, un sabotage. Les mots sont extrêmement forts, extrêmement puissants. D'ailleurs, des messages de Lisakovski ont été retrouvés, messages envoyés à ses proches. Et regardez ce qu'il réécrit. Il n'y a pas de fourniture, pas de carte, pas de plan de champ de mine, rien du tout. L'incident est remonté, figurez-vous, très très haut au niveau du commandement, même au niveau du gouvernement. Andrei Belousov, le ministre de la Défense russe, a dans un premier temps confirmé la mort des deux hommes. Il a ensuite ordonné l'ouverture d'une enquête qui sera menée, je cite, sous le contrôle personnel du vice-ministre de la Défense et du chef des forces armées russes. Merci beaucoup, Jordan. Général, ça existe ça, cette façon de faire dans l'armée française? Ça a eu existé, cette façon un peu de faire preuve d'orgueil ou de vengeance. Et ça prend de l'ampleur parce qu'on le rappelait, c'est pas un acte isolé. Moi, j'ai pas connu de cas de ce type-là. Je suis un peu trop jeune, mais je pense que dans les guerres passées, c'est des choses qui ont dû arriver. Le chef militaire sur le terrain a un pouvoir de vie et de mort, quand on y pense bien, en temps de guerre. Je précise bien. Et donc, qu'il y ait eu des comportements individuels qui soient, je dirais, pas moraux, peu respectueux du combattant, sans doute pour défendre des intérêts personnels, comme on vient de le citer, on ne peut pas l'exclure. Il y en a forcément eu. Maintenant, tout est fait aujourd'hui dans le monde moderne pour éviter que ça ne se reproduise. C'est pour ça qu'on a un principe très fort dans les armées, c'est le contrôle du commandement. Ça fait partie des 4 principes que nous avons. Il y a le contrôle du commandement. On a des inspections, on a tout cela. Maintenant, ce qui vient d'être évoqué quand même, c'est que si ça remonte aussi haut au niveau de l'État russe, c'est qu'effectivement, d'abord, c'est le ministre de la Défense qui s'en préoccupe et il a quand même une réputation d'intégrité. Et peut-être ça qui va être la différence, et que sanctionner des chefs militaires qui n'ont pas été à la hauteur, qui ne sont pas comportés comme ils auraient dû, comme dans toute armée, c'est le rôle déjà du ministre de faire cette enquête et de sanctionner très durement, surtout en temps de guerre. Alors maintenant, pour répondre toujours à votre question, oui, nous dans notre travail, ça s'est certainement passé dans le passé, et ça se reproduira peut-être dans des guerres de haute intensité. Après, c'est un style de commandement qu'il faut appréhender. On est formé d'une certaine manière. Je pense que dans l'armée russe, on est formé justement avec un certain manque de respect des subordonnés et sans doute avec une verticalité excessive. Dans nos armées modernes et je dirais occidentales,
on a quand même une transversalité du commandement en quelque sorte. On travaille finalement, on pourrait quand même s'il y a des grades, il faut bien qu'il y ait des grades pour montrer les responsabilités, c'est un travail d'équipe. On ne va pas à la guerre si on n'est pas suivi par ses soldats. Mais là, vous diriez que ça manque cruellement à la Russie Ah oui. Ouais. Oui, même si je pense que ça s'est amélioré depuis 2 ans et demi. Ça s'est amélioré parce qu'au début, je pense que ça a été très fréquent. Rappelez-vous le franchissement de la rivière Oskil, où il y a un bataillon de chars qui voulait à tout prix passer. C'est Thomas Misraki qui en a fait le reportage. Exactement. Voilà, avec, en gros, il y a eu 7, 8, 9 tentatives de franchissement de cette rivière de 25 à 30 mètres, alors qu'il y avait des frappes ukrainiennes en permanence. C'est-à-dire l'obstination d'un chef militaire qui croit avoir raison et qui dit on y va sans avoir le souci de la vie de ses hommes. Je ne parle même pas du matériel, c'est pas grave. C'est le souci de la vie de ses hommes. Et je pense que c'est le gros défaut de l'armée russe. Mais je prétends quand même qu'aujourd'hui, ça a dû évoluer. Parce qu'on voit quand même des résultats sur le terrain. Et je ne pense pas qu'une armée même rustique à la russe n'ait pas évolué face à la vraie guerre. Et je pense que le commandement a dû changer, et peut-être même d'ailleurs qu'il y a une épuration qui s'est faite naturellement des mauvais chefs, et que même d'ailleurs, j'irais même jusque plus loin, l'épuration, je dirais, la lutte contre la corruption au plus haut niveau de l'État russe fait peut-être partie aussi finalement de cela, parce que les blogueurs, les mini-blogueurs, c'est quoi ? C'est des gens de la base, c'est des gens qui vivent avec les soldats. Mais qui ont un point. Et qui voient la réalité. Et donc, et a priori, ils ont l'air d'être écoutés. Donc, voilà. Donc, c'est un cas, effectivement, exemplaire qui pourrait d'ailleurs servir en cas d'école pour la formation du chef militaire. On décortique pourquoi s'est-il conduit comme ça. Et puis, on revient au problème de la corruption, on revient au respect de l'homme, on revient aussi à se séparer d'une compétence. Mais ça, par contre, en Russie, rappelez-vous l'affaire Prigogine et autres, avec les compétents, on les garde tant qu'ils nous servent bien, mais après, c'est d'abord la loyauté qui compte plus que la compétence. Oui. Et peut-être que ce sentiment de privilégier la loyauté plus que la compétence, donc finalement une certaine complicité, se fait au détriment de l'armée russe et de son efficacité au combat. Alors, autre conséquence de cette croissance de l'armée russe, néfaste, cette conséquence, la réaction de femmes de soldats qui continuent sur le réseau social Telegram toujours à se faire entendre. Elles annoncent un nouveau rassemblement le 21 septembre devant le ministère russe de la Défense. Le dernier avait eu lieu au début de l'été, le 8 juillet. Écoutez l'une d'entre elles qui lance cet appel sur une chaîne Telegram d'une activiste et les questions qu'elle se pose eu égard à ce qu'entreprend Vladimir Poutine. Oui, de nombreuses pétitions ont été rédigées, de nombreux appels ont été lancés et tous ont été ignorés. Le 21, les femmes sortiront à nouveau pour parler au ministre de la Défense et ramener nos hommes à la maison vivants, sains et saufs, aussi longtemps que cela sera possible, car leur état psychologique provoque également beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Cela fait déjà 2 ans que les gars sont dans leur zone et 15 jours de vacances ne les aident pas à se reposer. Vous avez annoncé que c'était l'année de la famille, mais nos familles sont divisées. Vous parlez de la baisse du taux de natalité, mais comment pensez-vous que nous devrions avoir des bébés ? Et de qui d'ailleurs ? Si nos hommes sont chaque jour prêts à mourir, jusqu'à présent, il n'y a que des questions et pas de réponses. C'est donc le 21 que nous nous rendrons à nouveau dans les murs pour discuter ou tenter d'obtenir des réponses à nos questions et pour ramener nos hommes à la maison. C'est vrai qu'elle pointe le doigt sur notamment ce discours sur la natalité de Vladimir Poutine. Vous vous souvenez, en décembre dernier, quand il disait nos grands-mères avaient 8 enfants, il faudrait qu'on retrouve cette politique de natalité-là. On sent qu'elles veulent quand même avoir des réponses à leurs questions. Elles n'osent pas quand même critiquer la guerre en elle-même. C'est-à-dire qu'elles reprochent juste peut-être le manque de rotation, le manque de vacances, l'état psychologique de leur mari, de leurs frères qui sont sur le front. Et l'incohérence du discours de Poutine, du coup. Et l'incohérence du discours de Poutine, mais on sent quand même qu'il y a quand même une grande crainte. Je veux dire, cette vidéo, elle se fait à visage masqué. On voit bien que ces mères de soldats ont très peu réussi à se faire entendre depuis le début de cette guerre, parce qu'il y a quand même une répression, une chape de plomb sur cette société russe qui fait que ces mères, à la différence d'autres conflits, la Tchétchénie ou l'Afghanistan, elles ont du mal, vraiment du mal à se faire entendre. Les associations de mères de soldats ont été infiltrées par des partisans du pouvoir. Donc on voit bien à quel point tout ça est difficile, et il faut saluer le courage quand même de ces femmes qui auront peut-être donc le 21 le courage de descendre dans la rue. Elles en appellent à chaque fois à Vladimir Poutine. Certaines, vous savez, l'avaient rencontré. De temps en temps, il donne l'image de celui qui veut quand même écouter les préoccupations en les sélectionnant un peu de ces femmes. Évidemment, en prenant de préférence des membres du parti Russie Unie, du parti au pouvoir. Mais
il y a quand même, on sent ce début de questionnement au sein de la société russe, mais c'est tellement difficile encore de le faire émerger. Et on ne sait pas si ça sera d'ailleurs un jour possible. On va partir côté ukrainien maintenant. On va se poser cette question. Que manque-t-il à l'Ukraine pour être encore dans le coup sur le terrain, en plus de l'autorisation de frapper en profondeur en Russie? Ça aussi, on en parlera dans un instant. Vous êtes à Kharkiv, Thomas Misraki. Avant qu'on se pose la question ensemble, vous êtes visiblement dans le nord de Kharkiv, où là encore, il y a eu une frappe ces dernières heures, Thomas. 3 frappes pour être très précis. L'une d'entre elles a eu lieu ici. Je vais vous montrer le cratère grâce aux images de Vincent Wartner. La bombe, il s'agirait d'une bombe planante, a atterri juste ici dans ce qui est un parc du nord de la ville. Alors le paradoxe, c'est que c'est un parc mais que 6 personnes ont été blessées, 2 civils de 19 et 25 ans, mais aussi 4 pompiers, parce que figurez-vous que le feu que vous voyez ici n'est pas dû à l'impact de la bombe, il est dû à un incendie qui était en cours de traitement par les pompiers. Les pompiers étaient sur place au moment où la bombe a frappé ici. C'est donc à cause de cela, évidemment, que ces 4 pompiers ont été blessés. Parmi les 6 blessés ici, certains le sont très gravement. On nous dit, côté force de sécurité, qu'il y aurait eu des personnes d'ores et déjà amputées. Ça, c'est pour ce site-là. 2 autres frappes ont eu lieu tout à l'heure aux alentours de 14h15, heure française, 15h15 ici en Ukraine. L'une sur un immeuble également au nord de la ville et l'autre sur un petit village qui se trouve là aussi au nord par rapport à la ville de Kharkiv. On n'a pas plus de détails sur ces 2 autres frappes, mais ici, encore une fois, 6 blessés, dont 4 pompiers. C'est la 2e frappe d'importance depuis dimanche. Ces 2 frappes sont intervenues globalement à la même heure, c'est-à-dire aux alentours de 15h locales. Thomas, justement, qu'est-ce qu'il manque à l'Ukraine actuellement, alors qu'on voit ces frappes redoublent d'intensité, que les bombes planantes, Volodymyr Zelensky il en parle souvent, puisque c'est vraiment la menace du moment. En écoutant justement vendredi dernier Volodymyr Zelensky sur CNN, on apprenait que l'Ukraine elle avait pris des mesures pour remédier à ces pénuries de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous pouvez-vous nous dire à ce sujet? Qu'est-ce qu'on se dit? On avance sur la mobilisation un peu, mais quid de l'aide occidentale? Visiblement, ça pêche beaucoup, nous dit Volodymyr Zelensky. De quoi aurait besoin l'Ukraine, Thomas? Alors, ce que dit le président ukrainien d'abord, c'est qu'il va projeter de mettre en place 14 brigades supplémentaires. Ce qu'il dit aussi, c'est que pour l'instant, l'Ukraine n'a d'équipement nécessaire que pour moins de 4 brigades supplémentaires. Il appelle donc les Occidentaux à accélérer leur aide de manière à pouvoir former et mettre en place ces 14 brigades. Voici ce que dit le président ukrainien. L'autre problème, c'est le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Syrski, qui dit, lui, que pour l'instant, eh bien, le temps de formation des nouvelles recrues est insuffisant. Il faut 3 mois pour former un soldat ici, mais lorsque ces soldats arrivent sur le front, avec la violence des combats, ils ne sont pas toujours formés suffisamment. Donc ce temps de formation pourrait s'allonger d'ici la fin de l'année. On pourrait passer de 3 mois à plus. On ne sait pas le temps supplémentaire qui sera alloué à ces formations. Il faut savoir, malgré tout, que le programme de recrutement, ça c'est la bonne nouvelle côté ukrainien, eh bien, il suit son cours et pour l'instant, les objectifs sont atteints. C'est ce qu'a dit le chef du comité de défense de la Rada, le Parlement ukrainien, qui estime que dans les 3 prochains mois, de nouveaux soldats vont pouvoir venir renforcer les Ukrainiens sur le front. Et vous le savez, évidemment, les effectifs, c'est un énorme problème pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes. Vladimir Poutine a annoncé un renforcement des effectifs aussi pour son armée. Un chiffre à vous donner qui fait froid dans le dos, hein, véritablement. Depuis le début de l'invasion totale, le 24 février 2022, selon des informations qui ont été diffusées aujourd'hui par le Wall Street Journal, qui les tire de sources de renseignement, eh bien, plus d'1 million d'hommes russes et ukrainiens ont été soit tués, soit blessés. Donc depuis le début de l'invasion, si vous faites le calcul, on est à 937 jours depuis le début de l'invasion. Ça fait 1067 hommes tués ou blessés chaque jour en Ukraine. Merci Thomas, merci infiniment aussi à Vincent Wartner qui vous accompagne et saluer aussi Kostya Yaremenko de ma part.